d'itinérance, on parle de logement, on parle aussi de la faim. On parlait de la faim dans les écoles aujourd'hui à la période des questions. La faim est un enjeu important dans Hochelaga-Maisonneuve. C'est relié à la pauvreté, bien sûr. Ça dépasse maintenant la question du travail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à temps plein puis qui ont faim quand même, qui n'y arrivent pas. Il y a des banques alimentaires. De plus en plus d'organismes offrent de l'aide alimentaire. C'est un record d'ailleurs. Il y a le PEC, Interaction Famille, le Carrefour familial, Répit-Providence, Santé Maman et Papa et plein d'autres ont développé une offre d'aide alimentaire dans leur service, qui n'est pas leur mission à la base, mais ils ont bien constaté que les usagers de leur centre communautaire avaient faim, leur famille avait faim. Ils ont donc développé à la mitaine des services d'aide alimentaire. Ça en dit long, ça, Madame la Présidente. La semaine dernière, il y avait la soirée bénéfice du Chic Resto Pop, une institution fondamentale d'Hochelaga et de l'Est de Montréal. Ils fracassent des records de nombre de repas qui sont donnés, livrés parfois aussi chez des aînés depuis un an, mais aussi des gens qui viennent consommer des repas pas très chers, abordables et complets, donc au Chic Resto Pop. Ils n'en ont jamais servi autant. Pendant la pandémie, ils avaient arrêté d'ouvrir le soir. Là, ils ont rouvert le soir depuis à peu près 2 ans. C'est plein. C'est plein. Les gens viennent, ils ont besoin de manger. Au Chic, on peut s'en sortir avec 4-5 $ pour une offre très, très complète d'un repas. Moi, des fois, j'achète des 4 repas qu'on peut donner à des personnes qui en ont besoin, qui passent au bureau ou qu'on rencontre dans la rue. La faim commence à être très sérieusement un enjeu, Madame la Présidente, dans Hochelaga-Maisonneuve. On a aussi donc le Pirate Vert, qui est un organisme que j'aime beaucoup. C'est Raïs Zaidi, un citoyen du quartier, qui s'est mis bénévolement à ramasser des excédents dans des commerces, etc., puis à les redistribuer gratuitement. Si vous verriez, Madame la Présidente, les files d'attente quand c'est la journée de la distribution des Pirates Verts, c'est impressionnant. Pas dans le bon sens du terme. Le nombre de personnes qui viennent chercher un panier d'épicerie gratuit parce qu'ils ont faim, la file est impressionnante. C'est pas reconnu formellement par aucun palier politique officiellement. C'est quand même ironique, par contre, parce que quand des gens ont faim et appellent au 3-1 à Montréal, bien, on les réfère là. Il y a du monde qui viennent de Longueuil, de Laval, même de la Rive-Nord, des fois, pour venir chercher un panier des Pirates Verts. Alors, on est très fiers de les avoir dans Hochelaga-Maisonneuve. Mon bureau, on les a beaucoup aidés à se relocaliser. Au début, ils donnaient ça dans la rue, mais il y a eu des enjeux de cohabitation qui ont été soulevés. Ils ont été hébergés dans l'usine L'Allemand. Vous savez, ceux qui font de la levure qu'on peut acheter à l'épicerie, qui sont dans le quartier. Ils ont très gentiment accepté de les héberger pendant quelques années. Mais là, il y avait un problème avec le local où ils étaient. Ils ont dû encore déménager. Ils sont sur la rue Sainte-Catherine, donc un des beaux projets de la rue Sainte-Catherine en ce moment. Et on les a aidés à se relocaliser dans ce local-là. Ça tombait bien, c'était un ancien dépanneur, donc il y avait déjà beaucoup de frigos d'installer, des grands frigos. Alors, ça faisait l'affaire de nos amis du Pirate Vert. Et là, c'est ouvert, c'est fonctionnel, c'est toujours aussi utile et populaire dans le quartier. On les salue, on les remercie d'ailleurs pour leur important travail pour Hochelaga-Maisonneuve. Il y a des belles histoires. Je vous parlais tantôt de recherche de locaux. Un des organismes aussi qui fait de l'excellent travail, c'est le Cercle des fermières. Vous me direz, il n'y a pas beaucoup de place pour des fermières dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est très urbain, soit, mais des cercles de fermières, ça ne fait pas juste de l'agriculture, forcément, ça fait plein de choses. Et le Cercle des fermières de Hochelaga-Maisonneuve est le plus récent chapitre des cercles de fermières au Québec, du moins, la dernière fois que je leur ai parlé, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils ont ouvert il y a à peu près 4 ou 5 ans, ils étaient une dizaine, une quinzaine. La dernière fois que je suis allé les voir, l'année passée, ils étaient rendus 60, ils avaient quand même grandi très vite. Et là, je les ai croisés en fin de semaine dans un bazar. Ils m'ont dit qu'il était rendu 100 personnes inscrites, 100 femmes, principalement des femmes inscrites au cercle de fermières, qui font toutes sortes de choses, du tricot, du métier à tisser, etc. C'est quand même beaucoup de personnes aînées qui sont là, donc qui se réseautent, qui ont un impact positif dans le quartier aussi. À chaque année, à la Nuit des sans-abri, ils nous tricotent des bas pour les personnes en situation d'itinérance. On les salue. Et bref, ils sont rendus 100, donc un beau succès, mais là, ils commencent à être un peu serrés dans leur local. Alors, ils nous ont demandé notre aide pour les aider à se relocaliser. Si on est chanceux et qu'on réussit à convaincre le gouvernement de procéder avec la taxe d'inoccupation pour les locaux vides, peut-être qu'on réussira donc à faire baisser le prix sur Sainte-Catherine puis qu'on sera capable de leur trouver de l'espace. On a toujours le dossier du pavillon d'éducation communautaire aussi qui nous anime beaucoup. Vous savez, ce centre d'éducation populaire, les CEP, il y en a 6 à Montréal. Hochelaga en a un, qui offre toutes sortes de services d'éducation populaire aux gens du quartier. Bien, il a été délocalisé de force il y a bientôt 2 ans par le Centre de services scolaires de Montréal parce que la bâtisse était soi-disant vétuste, en partie. Mais là, on cherche des projets pour les ramener. Peut-être qu'on peut rénover la bâtisse, les ramener dans cette bâtisse-là sur P9, mais c'est pas facile parce que de l'argent, il n'y en a pas beaucoup, Madame la Présidente, en logement au niveau du gouvernement. Mais la porte reste ouverte pour l'instant. J'en ai parlé
évidemment là, à la nouvelle ministre de l'Éducation et j'espère pouvoir faire un suivi avec elle rapidement sur ce dossier-là. Je bascule sur le dossier du transport collectif, Madame la Présidente, parce qu'on a appris quelque chose de très décevant il n'y a pas très longtemps. Quand la CAQ a été élue en 2018 la première fois, il y avait tout un focus, toute une priorisation qui était faite sur l'Est de Montréal. Puis c'était bienvenu, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas occupé de l'Est de Montréal, malheureusement, tout gouvernement confondu. Alors moi, j'étais enthousiaste par rapport à cette perspective-là. J'ai voulu collaborer. Et assez vite, tout le monde s'est dit, bien là, ce qui manque à l'Est, c'est un projet de transport structurant. L'Ouest de l'île avait eu son REM. Et là, des gens disaient, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'Est de Montréal. On n'était pas tous d'accord sur quoi faire exactement. Le gouvernement a mis au jeu un REM de l'Est, avec la Caisse de dépôt et de placement. C'était mal ficelé. Je vous épargne les détails. Vous étiez là, ici, en cette chambre, quand il y a eu des longs débats sur le sujet. Ça a été retiré. Là, maintenant, c'est d'autres personnes qui s'occupent donc de l'avenir. Mais très rapidement, on a trouvé un consensus. Il faut un tramway dans l'Est de Montréal. Mais récemment, on a appris que la CAQ réfléchissait à d'autres scénarios. Des scénarios de revenir avec un SRB, peut-être, en remplacement du tramway. Tout ça a été fait un peu comme en parallèle du troisième lien à Québec. Le premier ministre le disait ouvertement. Le Québec a son troisième lien. Montréal aura, à l'époque, c'était son REM de l'Est, après ça, son tramway. Puis on dirait qu'à chaque fois que la CAQ trébuche avec le troisième lien à Québec, à chaque fois que le projet a du plomb dans l'aile, on dirait que ça ralentit le projet aussi pour l'Est de Montréal. C'est comme si la quantité de plomb était transférable dans les deux projets. Il y avait un vase communicant entre les deux projets. Fait que s'il y en a un qui plantait, l'autre plantait automatiquement. Alors là, de se dire qu'en fin de mandat, la dernière année, on commence à évoquer d'autres scénarios que celui du tramway, alors que c'est lui qui fait consensus, c'est quand même assez hallucinant et décevant. Alors, on sera ramassé, parce que vraisemblablement, le tramway ne sera pas fait avant la fin de l'année, mais on se sera ramassé avec 8 années perdues. 8 années perdues pour l'Est de Montréal en matière de transport, parce que la CAQ, on n'a pas su bien travailler, monter un bon projet, le faire en concertation avec les acteurs du milieu, puis qu'on est toujours en train de jongler avec des scénarios, alors que le temps est à l'action. Et que le consensus dans l'Est de Montréal, c'est un tramway et qu'il se fasse rapidement. Parlons des écoles, parlons du dossier scolaire. Vous savez, dans Hochelaga-Maisonneuve, on a plusieurs écoles, des écoles primaires, des écoles secondaires. Il y en a plusieurs qui ont été fermées dans les dernières années, qui ont été reconstruites. Toutes, sauf une, l'école Hochelaga, qui est sur la rue Adam. Alentour de 2011 ou 2012, si ma mémoire est bonne, les 3 écoles de la rue Adam, les 3 écoles primaires avaient fermé coup sur coup. On appelait ça d'ailleurs le désert scolaire de la rue Adam, au sud du quartier. Les enfants étaient délocalisés dans une école secondaire assez loin du quartier, dans un quartier voisin. Ce n'était pas une période facile. Il y en a qui ont connu un cycle complet de leur école primaire, pas dans leur école primaire. Heureusement, Saint-Nom de Jésus et Barry ont été reconstruites relativement rapidement. J'ai eu la chance de procéder à l'inauguration de l'école Barry au début du précédent mandat. L'école Hochelaga, elle, par contre, elle est fermée depuis ce temps-là. La bonne nouvelle de la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle, contrairement à Barry, semble-t-il, est relativement encore dans un état correct. Elle ne nécessitera pas d'être démolie. Elle nécessitera des rénovations majeures, mais pas de démolition. Mais elle est toujours, en quelque part, dans les annales des dossiers du ministère de l'Éducation, du Centre de services scolaires de Montréal. On se lance la balle d'un bord et de l'autre. Pourquoi ça fait 10 ans que l'école est fermée et qu'on n'a même pas de date de chantier de reconstruction? Qu'est-ce qui se passe? On nous dit, oui, mais là, vous avez eu d'autres écoles qui ont été reconstruites. Bien, j'espère que les autres écoles ont été reconstruites. Mais une école de quartier, c'est supposé être accessible facilement à pied, d'être proche. Là, les gens qui sont proches de l'école Hochelaga, bien, ils ne vont pas à leur école, ils vont beaucoup plus loin. Puis l'autre, l'école la plus proche, c'est l'école Barry. Bien, elle est déjà en surcapacité. Ça a pris 3 secondes après qu'elle soit réouverte, Madame la Présidente, que l'école Barry était en surcapacité. Alors, qu'est-ce qu'on attend au niveau du gouvernement pour reconstruire l'école Hochelaga? On a commencé une campagne locale, quelques affiches avec un code QR pour que les gens puissent envoyer un courriel, signer une pétition adressée au gouvernement pour dire, là, ça suffit, on a assez entendu, on veut notre école Hochelaga reconstruite et rouverte dans les meilleurs délais. Alors, vous pouvez compter sur moi pour faire le suivi sur ce dossier-là dans Hochelaga-Maisonneuve et sur tous les autres qui concernent nos petits. Parce que dans le cadre de la rentrée scolaire, j'ai fait une petite tournée, je me levais de bonne heure le matin pour aller saluer les parents qui venaient porter les élèves à l'école. J'ai réussi à faire à peu près toutes les écoles du quartier. Je n'ai pas échappé beaucoup. Et les gens étaient quand même inquiets en général des coupures qu'on a connues dans le service scolaire, inquiets que leur enfant n'aurait pas accès à tous les services de pédagogues, orthopédagogues, orthophonistes, etc., auxquels ils ont droit et ils ont besoin. Donc, il y a quand même un climat d'incertitude alentour des écoles. Et c'est certain que moi, je veux en faire l'écho ici des gens de Hochelaga-Maisonneuve, des parents de Hochelaga-Maisonneuve qui sont inquiets pour la suite du réseau scolaire public. Je veux prendre quelques minutes pour remercier différentes personnes. Moi, je suis député de Hochelaga-Maisonneuve depuis 2018
Et j'ai la chance d'avoir un quartier extrêmement vivant, extrêmement vigoureux, avec des organismes communautaires extrêmement compétents, avec des grands cœurs. Ces temps-ci, on a plein de directrices d'organismes qui prennent leur retraite, qui ont souvent fait des 20, 25 ans de service dans le même organisme, qui ont été des piliers pour leur organisme et forcément pour leur quartier en même temps. On va souligner mardi en déclaration de député les 30 ans d'un organisme, Répit-Providence, mais il y a d'autres 30 ans qui s'en viennent, la gang à Rambourg, 30 ans. J'ai salué l'année passée aussi des 30 ans d'organisme. C'est intéressant d'un point de vue historique, hein, ça souligne le fait qu'il y a eu quand même des vagues de désindustrialisation dans les années 80, 90, puis que c'est là que le quartier s'est pris en main, notamment en fondant ces différents organismes communautaires-là. Et là, on souligne des 30 ans. Je vous le dis parce que il y a quelques mois aussi, on a connu la fermeture d'un organisme parce qu'il y a eu des coupures du gouvernement dans le dossier de l'emploi. C'était le Carrefour. Le Carrefour en emploi de Hochelaga-Maisonneuve a dû malheureusement fermer ses portes. Le Boulot Vert, on a réussi à le sauver. Carrefour Relance, malheureusement, on l'a échappé. Mais Carrefour Boulot Vert, on a réussi à le sauver, mais pas à cause du gouvernement, à cause des fondations privées, parce qu'on a réussi à le mettre dans l'espace public. Ça a été bien couvert par les médias. Ça a attiré l'attention de fondations privées qui ont décidé d'adhérer à la mission du Boulot Vert et de le financer, ce qui leur permet de compenser les pertes du gouvernement. Je vous le dis pourquoi, parce qu'on a l'impression parfois que Hochelaga-Maisonneuve s'embourgeoise. Bien sûr qu'il y a des condos qui se construisent dans Hochelaga-Maisonneuve, bien sûr qu'il y a des nouvelles personnes avec plus de moyens qui s'installent dans Hochelaga-Maisonneuve. Ce n'est pas pour rien que les prix augmentent, hein, comme dans d'autres quartiers. Mais il ne faut pas faire l'erreur de penser que parce qu'il y a des nouveaux résidents qui arrivent, qui ont plus de moyens, que les anciens résidents, dont une bonne partie avaient des moyens limités, ont disparu. C'est pas comme ça que ça marche. On additionne, quand il y a des nouvelles constructions, on additionne des personnes, mais on ne fait pas disparaître les gens qui ont des besoins socio-économiques. Et c'est pour ça que c'est fondamental qu'on garde notre tissu économique, notre tissu communautaire dans Hochelaga-Maisonneuve fort et vigoureux, avec un financement adéquat, un financement à la mission des organismes. Et je veux les saluer, je veux les remercier pour tout le travail qu'ils font au quotidien dans Hochelaga-Maisonneuve. Ils font la différence, ils changent la donne positivement et ils sont des partenaires essentiels à mon travail de député d'Hochelaga. Je veux saluer mon équipe d'Hochelaga-Maisonneuve, l'équipe du bureau, qui font un travail extraordinaire, sans qui je ferais à peine le quart du travail que je réussis à faire dans Hochelaga-Maisonneuve. Je vous aime beaucoup, vous êtes excellents, vous êtes formidables. Je veux saluer l'équipe aussi qui m'accompagne ici à l'Assemblée nationale, des collègues d'une haute qualité, des professionnels impressionnants qui m'impressionnent à tous les jours, des fois des gens à peine de 25 ans, Madame la Présidente, mais qui nous livrent des performances impressionnantes. Alors, moi, je les salue, je les remercie. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Salutations à mon équipe aussi de bénévoles, des bénévoles solidaires dans Hochelaga-Maisonneuve. On est déjà à pied d'œuvre, on pense déjà à 2026. Je veux les remercier de tenir le phare, je veux les remercier d'être présents depuis le début et de continuer de l'être. Et finalement, un grand merci aux citoyens et citoyennes de Hochelaga-Maisonneuve. Je vous croise dans la rue, je vous croise dans ces événements. Il n'y a pas plus tard que la fin de semaine dernière, il y avait un beau projet qui m'a fait très chaud au cœur, c'était celui de la forêt urbaine. Je vais terminer là-dessus, Madame la Présidente. C'est des citoyens et citoyennes d'une ruelle verte, vraiment au sud de Sainte-Catherine, donc entre Sainte-Catherine et la bande verte dont je vous parlais tantôt de la Notre-Dame. Ils ont une belle ruelle dynamique avec plein de gens qui vivent dans la ruelle. Ils l'ont adapté, ils font même un tournoi de pétanque. Ils appellent ça l'international de pétanque de la ruelle Rinfret. Évidemment, international, c'était un petit peu pompeux. Mais tout ça pour vous dire que c'est très dynamique. Et là, ils se disent, nous, on trouve que la bande verte, c'est juste du gros gazon. C'est un peu plate, tu sais. Puis le bruit de l'autoroute, de la route Notre-Dame, la rue Notre-Dame, elle va directement dans notre ruelle. Pourquoi on ne pourrait pas planter des arbres puis donc créer une petite forêt, une micro-forêt? C'est tout un thème, vous irez lire si ça vous intéresse, dans l'urbanisme, dans les urbanistes, là, ils ont développé ce terme de micro-forêt. Alors, on a trouvé ça intéressant. Des partenariats ont été faits avec l'arrondissement, avec des organismes du quartier, avec le ministère des Transports, que je veux saluer parce que j'étais convaincu qu'il nous dirait non. Parce que ça appartient bien sûr au ministère des Transports, la bande verte de la rue Notre-Dame. Mais ils ont dit oui. Et alors, on a, avec mon bureau, participé aussi à organiser, on a payé le lunch aux citoyens et citoyennes qui sont venus bénévolement, participer à la plantation d'une micro-forêt. Il y avait 400 arbres de mémoire. Ça a duré toute la journée, un beau samedi ensoleillé. Les citoyens du quartier, de la ruelle, mais de d'autres ruelles aussi, sont venus prêter main forte. Ils sont venus planter 400 arbres quand même, imaginez-vous donc, sur la bande verte de la rue Notre-Dame. Est-ce qu'ils vont tous survivre, les arbres? Peut-être que non, mais c'est connu et c'est conceptualisé dans les micro-forêts, mais une bonne majorité va survivre parce qu'il va y avoir de l'entretien. Éventuellement, ça va grossir, ça va devenir donc un écran aussi contre la poussière, contre le bruit.
de la rue Notre-Dame. Donc, c'est un beau projet, c'était stimulant. Ça nous a donné des idées d'en faire d'autres pour la suite. Je veux saluer tout le monde qui ont été impliqués là-dedans. C'était vraiment merveilleux. Et moi, ça me donne confiance que dans Hochelaga Maisonneuve, on a un quartier résilient de gens qui sont volontaires pour changer les choses positivement, qui veulent qu'on trouve des solutions, qui veulent qu'on ait un député qui soit à l'Assemblée nationale, qui soit positif, qui cherche des solutions lui aussi. Et c'est la ligne directrice que je me suis donnée depuis 2018 et que je vais continuer à me donner. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.